Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez Monsieur K. Tout d'abord, merci. Merci pour vos encouragements, merci pour votre motivation et votre amour que vous avez envers Monsieur K, envers mon équipe et moi. Nous tenons vraiment à vous remercier pour tout cela et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est sérieux. Ça a toujours été sérieux. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. Aujourd'hui, c'est une histoire. Nous allons parler de la maladie, de la drépanocytose. Une maladie dont moi-même je ne connaissais pas. Et grâce à cette personne, aujourd'hui, je suis connaisseur. Elle va nous raconter son histoire. C'est une histoire bouleversante. Mais à travers son histoire, j'aimerais que vous puissiez retenir ce qui est bien pour vous, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous motiver et ce qui peut même vous aider à changer votre état d'esprit envers cette maladie ou pour des personnes qui ont cette maladie. Car aujourd'hui, tu seras motivé, enseigné et édifié. Alors sans plus tarder, nous allons accueillir Annick. Bonjour Annick. Bonjour Monsieur K. Comment tu vas? Ça va et toi? Maman, tu sais comment ça se passe ici à cœur ouvert. Donc n'hésite pas, sois à l'aise. Tu es chez toi. Tu es chez Monsieur K, donc il faut boire quand tu es stressé. Moi, je suis déjà stressé, je commence à boire. Ton histoire, c'est une sacrée histoire. Oui. Je pense que tu le sais. On va commencer. Raconte-nous ton histoire. Bien évidemment, je commencerai par te présenter déjà. Et tu nous raconteras l'histoire. On est là vraiment pour t'écouter. Aujourd'hui, je te donne la parole. Aujourd'hui, sors tout ce qu'il y a en toi, tout ce qui est en toi de négatif, déception, trahison. Sors tout cela parce qu'après cette émission, je pense que tu vas commencer une nouvelle page. Et nous allons finir par la bonne nouvelle. Alors, raconte-nous un peu. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Annick, j'habite à Orléans, j'ai 4 enfants, je suis mariée. Donc comme a dit Monsieur K, je viens vous parler donc de la drépanocytose. Commençons par le début. Déjà, la drépanocytose, si tu peux nous donner déjà une définition de la drépanocytose, s'il te plaît. C'est une maladie qui touche les globules rouges. Donc en général, une personne normale, on va dire que c'est une personne normale, a des globules rouges qui sont assez ronds. Pour les personnes qui ont la drépanocytose, c'est des globules qui sont en forme de vague. D'accord. Ce qui fait que lorsque par exemple il fait chaud ou lorsqu'il fait froid, les enfants qui sont en manque d'oxygène, enfants ou adultes qui ont la drépanocytose, lorsqu'ils sont en manque d'oxygène, c'est ça qui crée des crises en fait. Donc les vaisseaux ne circulent plus, il n'y a plus rien qui circule. Ce qui fait que les crises, pour expliquer une crise de drép, c'est comme si en fait on prenait un marteau et on te tapait sur les os. T'imagines la douleur surtout pour un enfant, des enfants en bas âge. Je veux dire, même les adultes, ils ne supportent pas ces douleurs-là. Mais étant un enfant, c'est encore... c'est déchirant. Ok, merci. Merci pour ces explications. Je sens déjà que ça commence à monter. C'est très sensible ce sujet. Tabou chez nous, mais aujourd'hui, on va lever le tabou. Parce que vous êtes des personnes, c'est des êtres humains comme nous. Pourquoi pas en parler? Pourquoi ce serait un tabou? Quelle est la différence entre... Donc voilà, aujourd'hui... Donc du coup, donc tu as 4 enfants, tu m'as dit? C'est ça, 4 enfants. Et tes enfants là aussi? Oui, j'ai mon premier, le plus grand qui a 17 ans. D'accord. Et le troisième qui a 6 ans. Ok. Et comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. On va commencer en 2004. En 2004, puisque j'ai eu mon premier garçon en 2004. À l'époque, la jeunesse, on ne se prend pas la tête on va dire, se renseigner sur tout ce qui est maladie. En fait, on se dit, ça arrive aux autres, pas à moi, en fait. Sauf que 2004, j'accouche mon enfant, il n'y avait pas eu de problème, grossesse pas difficile, pas de complications ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait justement détecter cette maladie-là, étant enceinte. Donc, j'accouche mon enfant. Et vous savez, on fait des prises de sang à un bébé lorsqu'il sort de la maternité. Ouais. Et après, on vous rappelle 2 mois après s'il y a effectivement un problème ou quoi que ce soit. Donc moi, on m'appelle. 2 mois après, madame, on vous appelle pour vous dire que votre fils il a la drépanocytose. Et je leur demande, mais c'est quoi cette maladie? Oh, mais rassurez-vous, c'est rien du tout, mais c'est juste, il fallait juste que vous sachiez qu'il avait la drépanocytose. J'insiste, mais expliquez-moi. Pas de réponse. Donc... j'ai pas forcément cherché à comprendre, à me dire, tiens,
Annick, va chercher un peu des informations. La jeunesse, j'avais quoi? J'avais, on va dire, oui, 19 ans. La jeunesse. J'ai pas cherché à savoir qu'est-ce que c'était vraiment la drépanocytose. Et on a vécu avec ça. Il avait des petites douleurs, mais moi, je mettais ça en fait dans le compte de c'est un bébé, c'est les coliques, alors que ça avait commencé déjà quand il était vraiment tout bébé. Lorsqu'il te l'a annoncé, ça veut dire qu'il te l'a annoncé directement au téléphone? Même pas une Téléphone. convocation Non. en face à face? Non, par téléphone. Comment tu l'as eu? Comment tu as senti cette nouvelle? C'était un choc directement ou indirect? Non, pour moi, c'était pas un choc parce que pour moi, en fait, je me suis dit, si vraiment c'était une maladie qui était très très grave, on allait me convoquer. J'allais quand même aller dans leur bureau, on allait m'expliquer, tenez, madame, la drépanocytose, c'est ça, mais vu que j'ai pas eu ça, je me suis dit, bon, on m'appelle au téléphone, donc ça veut dire que c'est rien du tout, c'est pas quelque chose où je devrais me focaliser sur ça, de chercher, non, j'ai pas cherché plus que ça en fait, pas du tout. Donc il a grandi, on va dire oui, en bonne santé, pas forcément des crises, c'était vraiment un enfant vraiment plein de vie, à courir partout, rien du tout. Jusqu'au jour où il a eu ses 3 ans. Et là, il m'a déclenché une crise, ça a commencé au niveau de son ventre. Il avait mal au ventre. Au début, on cherche à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui demande, mais qu'est-ce que tu as mangé? Il a 3 ans, bon, il commence quand même à parler, il sait quand même dire des petits trucs. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu as mangé? Il me dit rien. À ce moment-là, la drépa, ça te disait rien? Non, Ok. même pas. Donc, il avait tellement mal qu'on le ramène aux urgences. À l'époque, il faut savoir que j'habitais à Issoudun. Issoudun, c'est une ville dans le 36. Et il y avait un hôpital là-bas, mais sauf que c'était vraiment, on va dire, je pense que vu qu'il n'y avait pas trop des grands hôpitaux à côté, c'était vraiment, tu étais obligé d'aller là-bas. Donc je ramène mon fils à l'hôpital, on lui fait des analyses, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. On me dit, ouais, mais peut-être que c'est l'appendicite. Je leur dis, mais attendez, il a 3 ans. À 3 ans, est-ce qu'on peut avoir un appendicite? Oh, mais de toute façon, comme c'est comme ça, madame, on va vous transférer dans un autre hôpital, donc dans une ville à côté. Donc ce qu'ils font, ils me transfèrent dans la ville à côté. Et là, on arrive, l'infirmière, elle vient me voir, elle me dit, mais écoutez, on ne comprend pas, votre fils, en fait, il a son taux, ils appellent ça le taux d'hémoglobine. Le taux d'hémoglobine, comment expliquer, qu'est-ce que c'est? Plus au niveau des fers, en fait. Le fer qui a vraiment diminué, on ne comprend pas comment ça se fait, son taux d'hémoglobine est très bas. Et moi, directement, je me dis, mais je leur pose la question, est-ce que c'est pas par rapport à la maladie, quand on m'avait appelé quand il était bébé, on me dit, mais quelle maladie? Je leur dis, la drépanocytose. Ah ben oui, madame, effectivement, c'est par rapport à ça qui vous a fait une crise. Et là, je leur dis, mais expliquez-moi, c'est quoi cette maladie? Et là, quand on commence à m'expliquer, mais pas tout, j'ai fondu en larmes. C'est là où tu commences à réaliser. Là, je commence à réaliser, mon fils, il est malade. C'est grave. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas expliqué ça dès le départ? Ah oui, mais madame, vous savez, il y a des fois, on ne vous explique pas parce qu'on attendait qu'il vous déclenche une crise. Je dis, pardon? Vous vous rendez compte que vous ne m'avez pas expliqué ce qui se passait? Vous avez même failli opérer mon fils parce que vous avez dit que c'était l'appendicite. Et si l'infirmière n'était pas venue me voir pour m'expliquer qu'on ne comprend pas pourquoi son taux, si moi, je n'aurais pas percuté non plus, on serait arrivé où, en fait? On aurait peut-être opéré mon fils pour rien du tout. Il y aurait eu un truc, mais pas d'explication. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches, à essayer un peu de comprendre qu'est-ce que c'était. Mais au fond de moi, je ne voulais pas accepter cette vérité, en fait. Ce qui fait que quand je partais sur Internet, je regardais que les côtés positifs, en fait. Et dès que je voyais un côté négatif, j'arrêtais de lire, en fait. Parce que pour moi, c'était vraiment admettre que non, mon fils, il est vraiment malade. Et j'ai vécu avec ça pendant longtemps. Je pense que c'était un peu, on veut dire ça, une sorte de déni, en fait. Je suis en train de me dire que oui, mon fils, il est malade, mais un coup, tu te dis non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Ouais, c'est ça. Ça peut pas t'arriver. Vous êtes deux. Voilà, moi, j'ai des sœurs. J'ai des sœurs, on est 4 filles, je suis la dernière. Je me suis dit, mais non, pourquoi moi, en fait? Pourquoi moi? Et à ce moment-là, l'hôpital, dû à cette incompréhension du début, tu t'es dit, j'ai intérêt à assurer, je vais plutôt me débrouiller tout seul, je vais compter sur moi-même. Alors, à ce moment-là, j'avais pas encore... Parce qu'il y a eu une incompréhension quand même au début. Ouais. Imagine, il aurait opéré, imagine l'infirmière ne serait pas venue te voir, qu'est-ce qui serait passé? C'est ça. À ce moment-là, tu sais, tellement que j'étais dans le déni, je me disais que... Non, Annick, peut-être que c'est peut-être pas quelque chose de grave, en fait. C'est pas comme eux t'ont expliqué. Reprends-toi, continue encore à faire des recherches, peut-être que c'est rien, en fait.
Et comme on dit entre guillemets, les médecins ils aiment bien en fait, pas banaliser les choses, mais c'est comme si en fait on te dit un truc, mais ils le font en grand, alors que non, c'est peut-être que c'est même pas un truc aussi grave en fait. Parce que à la base, quand on te dit un enfant qui a la drépanocytose ne vit pas longtemps. Un enfant ne vit pas longtemps, ils te disent, admettons, une espérance de vie pas au-delà parfois de 18 ans et parfois moins. Ça dépend vraiment du degré de la drépanocytose. Et moi, quand je disais tout ça, je me disais non, regarde que les côtés positifs, Annick, arrête de te mettre tout ça en fait. Mais ça a duré un bout de temps. Parce que quand il m'a déclenché cette crise-là, après, il allait très bien en fait. Et moi, le fait que pendant un bon bout de temps, il commençait vraiment à aller bien, je me suis dit, bon Annick, tu vois, c'est rien en fait, c'est rien. Mais quand il m'a redéclenché une deuxième crise, j'ai dit, reprends-toi. C'est vraiment sérieux, il faut vraiment que tu... Accepte. C'est ça. Et c'est au bout de combien de temps que tu l'as accepté, cette maladie? Et tu penses qu'une fois l'avoir accepté, que tu gérais mieux par la suite? Oui. Parce que le fait que j'acceptais pas, je pouvais pas gérer. Je pouvais pas gérer parce que comme il faut savoir qu'un enfant qui a la drépanocytose, lorsqu'il fait chaud, il faut qu'il s'hydrate beaucoup, il faut qu'il boive beaucoup d'eau. L'eau, on va dire, ça va être le premier médicament. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il faut qu'il boive de l'eau. Parce que ces vaisseaux ont besoin d'être comment on dit ça? Laver. Besoin d'être hydraté. Traité, ouais. C'est ça. Donc, si j'aurais pas accepté la maladie, j'aurais pas pu gérer en fait. J'aurais pas pu gérer, j'allais banaliser les choses, on va sortir, on va aller au parc, je vais pas me prendre la tête à se dire, je vais l'appeler tout le temps, viens boire de l'eau, viens boire de l'eau. Alors que quand j'ai vraiment accepté, là, je faisais attention à tous ces petits trucs-là. Limite, tu sors, c'est comme si tu sors avec une pharmacie. Parce que tu ne peux pas sortir comme ça en fait. Parce que tu as toujours peur de te dire que, tiens, peut-être que... Tu vois, on va dire, les enfants, entre guillemets, normaux. Il va jouer au parc. Mais moi, je serai toujours derrière, en fait. Non, fais pas ça, fais pas ça. Sauf que c'est un enfant, il a besoin de jouer. Mais sauf que moi, j'ai tellement peur, en fait, qu'il va tellement beaucoup jouer, il va tellement beaucoup se dépenser que derrière, il y a une crise qui m'attend. Donc, quelque part, je le bloquais. Mais à un moment donné, je le laissais, en fait. Parce que je me disais, il comprend pas, le pauvre. Il a besoin de s'amuser comme tous les enfants, en fait. Donc, ce qui fait que quand tu sors, même si tu vas au parc, tu dois ramener quelque chose. Que ce soit Doliprane, parce que la drépanocytose, lorsque les enfants ils ont des crises, tu peux le soulager à la maison, mais une fois que tu ne peux plus, tu es obligé de le ramener à l'hôpital. À la maison, tu peux leur donner du Doliprane et de l'eau, oui, ça de l'eau déjà à la base. Du Doliprane, ça, en fonction de l'âge, ils prennent du Topalgic. Mon fils de 6 ans, lui, il prend du Topalgic. Topalgic, c'est des gouttes, on va dire, c'est à peu près comme de la morphine, mais pas comme de la morphine. Un peu moins que la morphine. Mais lorsqu'ils ont des grosses crises, il n'y a que la morphine qui marche avec eux. Donc dis-toi, tu vois, ton petit bout de 2 ans, de 3 ans, lui met de la morphine. La morphine, c'est très fort. Pour moi, c'est une drogue, en fait. C'est une drogue. Mais c'est le seul médicament qui les soulage, en fait. Ça, c'était le premier. 3 ans, les années passent. Chaque année, hôpital. À chaque fois. Chaque année. Et aujourd'hui, tu m'as dit que tu en as 4. J'ai 4 enfants. Et sur le 4, il y en a 2. Et comment ça se passe en général quand il y a... Donc c'est à tout moment les crises, ça peut arriver à tout moment? Ça peut arriver à tout moment. On peut être là, on est en train de parler, il est en train de jouer, même pas 2 minutes après, la crise elle se déclenche, sans qu'il y ait eu forcément un facteur déclenchant. C'est vrai qu'il y a des facteurs déclenchants. Admettons qu'il est resté trop au soleil, qu'il n'a pas bu, il s'est déshydraté, il est resté trop au froid, tout en sachant qu'un enfant qui a la drépanocytose, ils sont très fragiles en fait. Mon fils de 6 ans, à l'école, quand il fait froid, les maîtresses ils ont des instructions, il n'a pas le droit de sortir. Il va commencer à pleurer, je veux sortir, je veux jouer avec mes copains, mais il faut essayer de le faire comprendre les choses. Maintenant, on va faire comprendre à un enfant de 6 ans, tes copains sont en train de s'amuser dehors, mais toi, tu peux pas. Il y a la neige, tu as envie de faire des bonhommes de neige, des boules de neige comme tout le monde, toi, tu ne peux pas. Parce que le moindre froid, le chaud, le contact du chaud, du froid, la crise se déclenchera peut-être pas au moment où il va peut-être rentrer en classe, mais le soir même, ou peut-être le lendemain, il y aura une crise qui va se déclencher. Tu m'as dit que tu étais mariée. Et comment ça se passe à la maison quand c'est comme ça? Quand il y a une crise, par exemple, comment vous vous organisez avec monsieur?
L'organisation, on va dire, c'est plus moi qui vais à l'hôpital. D'accord. J'y vais à l'hôpital. Je dis pas que je laisse pas en fait la place à mon mari. Il connaît la maladie. On vit avec, il connaît la maladie. Sauf que je pense qu'en fait, j'ai tellement du mal en fait à laisser ma place. Je pense qu'en tant que mère, j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas parce que faut savoir que la drépanocytose, il y a beaucoup de choses à connaître. C'est que lorsque tu arrives par exemple aux urgences, il faut savoir en fait t'exprimer en fait. C'est pas tu vas sonner, on va te poser la question, madame, qu'est-ce qui se passe? Oh mais mon enfant il a la drépanocytose, il est en train de me faire une crise de drépanocytose. Là ça c'est même tellement lent à expliquer que il y a des fois même tu n'as même pas le temps en fait d'expliquer parce que ton enfant il est tellement en cri, en pleurs, c'est pas doux quand ton enfant il crie parce qu'il a mal. Mais je sais pas comment t'expliquer ça, mais non. Tu te sens impuissant. Tu te sens impuissant, tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce que t'entends ton enfant qui est en train de crier, il te dit « Maman, je veux que ça s'arrête, j'ai mal ». Et tu vois, moi, j'ai appris à mes enfants à prier. J'ai appris à mes enfants à prier, à se remettre à Dieu parce que voilà, comme on dit, après moi, c'est ma vision des choses. Je sais qu'un jour, ça s'arrêtera en fait. Leur introduire vraiment cette base-là de prière, c'est important. Mon fils de 6 ans, lorsqu'il est vraiment en crise, qu'il a vraiment mal, il va commencer à prier. Et des paroles, il te sort des paroles, fou, des paroles touchantes en fait, en disant mais Seigneur Jésus, moi je suis fatiguée de souffrir en fait. J'ai envie de devenir comme tous les enfants. C'est à 6 ans qu'il prie comme ça. Est-ce que tu écoutes mes prières? Moi je suis fatiguée, j'en ai marre d'avoir mal en fait. Papier, bien maquillé en plus. Donc je t'ai maquillé, bien beauté. C'est la base. Je dirais que avoir des enfants malades, en fait, il faut être forte en fait. Si toi déjà tu montres à ton enfant que lorsqu'il pleure, il est en train de crier, c'est vrai que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé que mon enfant il pleure, il crie, il a mal, et moi aussi je me mets à pleurer. Ça m'est arrivé. Mais j'ai arrêté de faire ça parce que je voyais que ça rendait pas service. Parce que plus moi je pleurais et plus lui ça lui faisait mal. Parce qu'un jour Enzo me l'a dit. Il m'a dit mais maman pourquoi tu pleurais quand j'avais mal? Ça te fait mal aussi au cœur? Toi aussi tu ressens les douleurs? Si tu lui dis oui, il va essayer de cacher, pour ne pas te blesser. C'est ça. C'est ça. Je n'arrive pas à l'expliquer en fait. Donc on arrive à l'hôpital, il faut savoir s'exprimer, je disais. Et c'est pas que tu as peur ou autre, mais je pense qu'en tant que femme entrepreneuse, tu aimes bien gérer les choses seule, tu aimes bien vivre ces choses-là et tu n'as pas peur, mais tu crains que lorsque monsieur il va arriver, il ne va pas peut-être s'exprimer comme toi tu l'aurais fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on arrive, on te demande, déjà la première question qu'on te pose, quel est le taux de son hémoglobine? Sauf que ça, c'est des termes où monsieur ne connaissait pas en fait. Sauf que moi, je sais que le taux d'hémoglobine de mon fils, c'est 9,5 pour Enzo. Pour David, c'est 10,3. Ça, moi, je l'ai en tête. Sauf que lui, il va arriver, on va commencer à lui poser, oui, mais le temps qu'ils aillent regarder dans les archives, oh, le jour où il est venu la dernière fois, il avait ce taux d'hémoglobine. Moi, je sais m'exprimer. Je vais arriver directement, je vais sonner, je vais leur dire, c'est pour une CVO. Une CVO, ils vont comprendre directement qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est directement, on le ramène en salle de déchoc. La CVO, ça veut dire c'est une crise vaso-occlusive. Donc directement, ils ne vont pas le laisser dans une petite pièce comme comme si toi tu ramènes tes enfants à l'hôpital, on ne va pas les mettre dans les pièces normaux comme tout le monde. C'est vraiment une salle de déchoc parce qu'il faut réagir à tout moment. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, lorsqu'il est en crise, sache que ça touche toutes les parties du corps. Ça touche le bras, ça touche les jambes, ça touche le ventre et ça touche le cœur. Et quand ça touche le cœur, pas tout. Comment te dire que tu te dis c'est bon, ton fils il est en train de mourir en fait. Parce que ça serre son cœur. Il n'arrive plus à respirer. Dès qu'il respire, ça serre. Il te dit, maman, j'ai mal au cœur, ça serre. Donc, on est obligé de les ramener dans ces salles-là parce qu'à tout moment, on peut intervenir, réanimation. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et comment ça se passe à la fin de chaque crise? Quand tu vas à l'hôpital, quand ça s'est calmé, vous rentrez à la maison ou ils vous gardent à l'hôpital? Ils nous gardent à l'hôpital. Moi, j'ai jamais connu
Le fait que ton enfant peut-être a de la fièvre, tu le ramènes et puis on te dit non, c'est bon, on lui donne de l'iprane et il rentre. Moi, je connais pas ça en fait. Moi, lorsque je pars, je sais que je ne reviens pas en fait. Donc, lorsque mon fils a une crise, avant de partir, je prépare mon sac. Je prépare mon sac, je prépare le sac de mon fils parce que je sais que je ne veux pas rentrer en fait. Je sais que ça va durer entre 4 jours, 5 jours, ça dépend de la crise, une semaine, ça dépend de la crise. Tu m'as pas l'air, mais tu es une femme courageuse. Merci. Et à travers ça, j'ai l'impression que ce que tu vis actuellement, là, ce que tu vis tous les jours, ce que tu vis avec chaque crise, que tu ne le dis pas forcément. Ta famille dans tout ça. Sont-ils au courant? Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Comment ils ont accepté cette maladie comme toi, tu avais du mal aussi à l'accepter? Comment ils l'ont appris? Alors, ils l'ont appris déjà quand j'ai eu mon fils, le premier. Pareil, quand je leur ai annoncé, mais j'ai mis du temps. Bon, ma mère, elle est au courant parce que je suis très très proche de ma mère. Elle est au courant puisqu'elle est là à chaque crise, elle est là à m'épauler. Après, mes sœurs, j'ai mis un peu du temps en fait à leur en parler. C'est pas que j'avais honte de la maladie, c'est que déjà En même temps, c'est pas évident d'annoncer. C'est ça. ta nouvelle. C'est pas la honte en fait, c'était aussi le fait. J'avais aussi le côté où je m'en voulais. Je m'en voulais parce que lorsque ton enfant est malade, il y a une partie qui vient de toi et il y a une partie qui vient de ton mari. Bien sûr, vous êtes deux. On est deux. Du coup, leur annoncer ça, en fait, c'était comme si... on va se dire la vérité, c'est comme ça si je leur en voulais, en fait. Je leur en voulais, pourquoi? Parce que je me disais, mais pourquoi moi, en fait? On est 4 filles, Pato. Je suis la dernière. Je suis la seule à avoir des enfants malades, en fait. Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi. Pourquoi moi, en fait? Elles ont des enfants aussi? Elles ont des enfants. Et les enfants, ils ont rien? Rien. Et quand je leur ai annoncé ça, elles m'ont pas plus posé des questions, en fait, de savoir vraiment qu'est-ce que c'était. Bon, je sais qu'une de mes grandes sœurs, la troisième, elle, vu qu'elle est vraiment quelqu'un de très droit, elle s'instruit, elle regarde les trucs. Donc oui, elle commence aussi, pareil, de son côté à faire des recherches. Et c'est là elle comprenait vraiment c'était quoi la maladie. Mais sans pour autant vivre ce que moi je vis en fait. Parce qu'il faut savoir que moi, quand mes enfants ils sont en crise, j'appelle personne en fait. La seule personne que je peux appeler, c'est ma mère. Parce que je sais que maman sera là, elle va m'aider moralement, elle va m'aider dans les prières. Elle sera là pour venir me ramener à manger parce qu'il faut savoir que quand je suis à l'hôpital avec eux, Patou, je ne bouge pas en fait. S'il faut que je reste 5 jours là-bas, je ne vais pas mettre les pieds dehors en fait. Je veux rester dans la chambre, je ne veux pas bouger. Rien que même d'aller, les infirmières qui me disent mais allez-y, il faut aller même prendre un café. Je n'ose même pas quitter la chambre en fait. Non, parce que je ne veux pas laisser mon enfant. Donc, c'est ça à mes sœurs. Pour moi, il n'y a rien qui a changé en fait. En fait, c'est pas question que j'attendais un soutien de leur part, mais c'est juste en fait de leur faire comprendre en fait que ce que vous vivez, moi je le vis pas en fait. J'ai des enfants, d'accord, mais je vis autrement en fait. Je vis autrement parce que vous pouvez vous permettre entre guillemets de faire un peu pas mal de choses. Quand je dis pas mal de choses, c'est que j'ai envie de voyager parfois, Pato. Aller en vacances avec les enfants, mais il y a tout ça en fait. Tu dois calculer tout ça. C'est pas d'un coup de tête, tu dis tiens, tu programmes des vacances, j'en sais rien, tu pars avec tes enfants, mais tu as tellement de choses à programmer que c'est ça. Et tu as peur que tu arrives en vacances, il se passe quelque chose, parce que ça m'est déjà arrivé, de partir en vacances avec mes enfants et qu'on me rapatrie. Parce que mon fils est en train de faire une crise. Il y a plein de choses que je peux me permettre en fait de faire. Et je sais que mes sœurs, ça les touche, mais... Après, elles m'ont jamais exprimé en fait de me dire tiens Annick, ce que tu vis, on sait que c'est pas facile. Non, j'ai eu quand même des encouragements, oui, de me dire que t'inquiète pas, tiens le coup, Dieu est là, Dieu va faire les choses. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre en fait. Qu'est-ce que tu as envie d'entendre? J'ai envie d'entendre que tu es comme nous, c'est rien, il n'y a pas de différence. C'est ça. Annick, on te soutient. Lorsque tes enfants sont malades, n'hésite pas à nous appeler. Même si voilà, il faut qu'on fasse des prières à distance, franchement, n'hésite pas.
Là, c'est que là que je commence à faire ça, en fait. À m'ouvrir à eux, que lorsque mon enfant est malade, que je vais appeler. Tiens, Enzo, il est à l'hôpital, David est à l'hôpital. Ah, sois courageuse, ma soeur, on va te soutenir dans les prières. Mais avant, j'arrivais pas, en fait. Parce que je m'en voulais, je leur en voulais, en fait. C'est méchant de dire ça. Que j'en veux à mes soeurs, mais elles n'ont rien fait, en fait. En même temps, c'est humain, on est comme ça. Ouais. C'est-à-dire, on est tellement habitué à voir ça chez les autres. Et lorsque ça nous arrive à nous, on se demande, mais pourquoi? C'est ça. Et monsieur, dans tout ça, du coup, comment il te soutient, vu qu'on parle de soutien? Comment il te soutient actuellement, dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à la maison avec notre enfant, avec le plus grand? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Alors à l'époque, j'avais pas encore le quatrième, vu que je viens juste d'accoucher. Il restait à la maison avec les deux plus grands. D'accord. Mais il va venir le lendemain pour voir si tout va bien, si ça va, il a passé une bonne nuit. Mais tout le processus de je fais la crise, on me met les antibiotiques, on essaie de calmer ma crise. Tout ça, ce processus, en fait, il ne le vivait pas. Il vivait juste au moment où il vient, ça allait un peu mieux, ou le soir, il va m'appeler, je vais lui dire, écoute, là, ça va, ça s'est un peu calmé. Mais tout ce processus-là, il ne le vivait pas, en fait. Est-ce que tu ne laissais peut-être pas l'opportunité de vivre ça? C'est ça. Et as-tu déjà cherché à connaître ses sentiments à lui, savoir ce qu'il ressentait? Parce que c'est vrai qu'on est Bon, il est gros, il est costaud, hein, il a la barbe pour moi, mais il faut savoir qu'on a un cœur, nous aussi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas beaucoup, mais on remarque quand même certaines choses. Et nous, quand on est blessé, on ne parle pas. C'est-à-dire que, est-ce que tu as déjà essayé de comprendre qu'est-ce qu'il ressentait, comment il le prenait, le fait que tu ne le mettais pas vraiment réellement dedans? Parce que tu as raison, c'est vrai. Peut-être moi, aujourd'hui, même quand on va à l'hôpital, ma femme, elle est plus en avant que moi. C'est vrai que nous, utiliser certains termes, expliquer, dialoguer, on a vraiment beaucoup de mal. D'ailleurs, nous, les hommes, il faut vraiment qu'on fasse un effort par rapport à ça. J'ai commencé déjà à les faire. Donc, je peux quand même le comprendre, mais est-ce que toi, tu as essayé de le comprendre? Oui, j'ai essayé de comprendre, mais je sais qu'il me faisait comprendre que ne crois pas que parce que je dis rien, que ça me touche pas, en fait. Sauf que moi, je suis un homme, je veux pas réagir comme toi, en fait. Il me dit, c'est pas un plaisir de voir que mes enfants, ils sont malades. Mais sauf que je veux pas l'exprimer comme toi. Toi, je vois comment tu te mets dans des états quand tes enfants, ils sont malades, quand ils sont en crise. Moi, je peux pas exprimer tout ça, en fait. Je peux pas parce que, d'un côté aussi, si je le fais pas aussi, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi parce que si tous les deux, on se met à pleurer ou on perd les moyens. Finalement, c'est qui soutient l'autre, en fait. J'avais du mal un peu à le comprendre parce que voilà, on est des femmes. On aimerait se dire, tiens, je suis pas bien, mon fils, il est pas bien. Comment je réagis? Pourquoi lui, il réagit pas? Il est calme, en fait. Et tu as l'impression, en fait, que non, ça le touche pas. Au contraire. Et tant que la personne ne t'explique pas, ben toi, tu vas croire que non, en fait. Que ça le touche pas plus que ça. Mais si, ça le touche. Mais à sa manière. Donc, l'importance de la communication. Exactement. Exactement. Tu m'as parlé des vacances. Oui. Ça t'est déjà arrivé de sortir avec les enfants, aller chez la famille, par exemple, pour que les garçons rencontrent les cousins, etc. Tu as déjà fait ça et tu crains pas que pendant ce temps-là, ils fassent une crise? Si, ça m'est déjà arrivé. La famille, on va dire famille élargie, on va pas préciser, oui. Je suis partie, je crois que c'était même une semaine, oui, c'était une bonne semaine que j'étais partie en vacances. Et là, mon fils me déclenche une crise en plein milieu de la nuit. Wow. Donc déjà, à la base, j'étais gênée parce qu'en fait, quand ça arrive, c'est chez moi. Je sais comment réagir, je dérange personne, en fait. Là, limite, c'était comme si, voilà, je dérangeais. J'ai demandé à la personne, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner à l'hôpital parce que mon fils est en train de faire une crise. Mais la réaction, en fait, du mari, pas de la femme, du mari, c'était limite, ouais, je dors, je suis fatiguée, en fait. Mais est-ce que mon fils, il a demandé à faire une crise? Il n'a rien demandé, lui aussi, il dormait. Il connaissait la maladie, Il connaissait, mais sans plus, en fait. Sans plus, ils ne vont pas chercher à comprendre, de te poser la question. Mais Annie, que c'est vraiment... Explique-nous, en fait, qu'est-ce que ça fait, cette maladie? Qu'est-ce qu'ils vivent, les enfants, en fait, lorsqu'ils sont malades, en fait? Ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés, en fait. Et comment tu t'es sentie lorsque tu as sorti cette phrase?
J'ai pleuré, j'ai pas pleuré devant lui, mais j'ai pleuré parce que ça m'a fait mal en fait. Parce que mes enfants, ils n'ont rien demandé. Moi non plus, j'ai rien demandé. Ils n'ont pas demandé d'être malades. C'est pas de leur faute, c'est pas de ma faute non plus. Comme on dit, c'est la faute, c'est la faute aux gènes, c'est tout. J'ai rien demandé. Et j'ai pleuré dans la voiture. Tu étais quand même accompagné? J'étais accompagnée, oui. La femme m'a accompagnée, je pleurais dans la voiture. Et elle me dit, mais pourquoi tu pleures? T'inquiète pas, on va bientôt arriver à l'hôpital. Mais sauf que je ne pleure pas pour ça, en fait. Je sais que mon fils, il a mal. Je sais qu'on va arriver à l'hôpital. J'ai l'habitude, entre guillemets, de ce qui se passe, en fait. Mais les paroles, en fait. Tu peux pas dire des paroles comme ça à une personne, en fait. C'est ne pas avoir de cœur. Surtout, c'est un enfant. Il n'a rien demandé, en fait. Il dormait, le pauvre, il dormait. C'est la douleur qui l'a réveillé. Lui aussi, il avait besoin de continuer son sommeil. Il n'avait pas besoin d'être réveillé par des douleurs. Tu avais l'impression d'être un fardeau. C'est ça. C'est des crises qui peuvent arriver à tout moment. Tout le monde. C'est ce que tu vis. C'est-à-dire que nous, parfois, pendant que nous, on est en famille, un dîner de famille, on fête, on est dans la joie, mais de l'autre côté, il y a Annick et son fils en route pour l'hôpital. C'est ça. En fait, c'est comme si tu peux rien prévoir en fait en avance. Parce que après là, c'est maintenant que je commence un peu à prévoir des choses en avance, des trucs comme ça. Mais avant, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à me projeter en fait. C'est comme si tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir, à faire des projets parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, les crises. Il m'est arrivé une chose, je pense que c'était en 2017 ou 2018. J'ai fêté bonne année à l'hôpital. Avec le petit? Comment tu l'as vécu? Mal. Encore une fois de plus, pourquoi toi, pourquoi pas? En même temps, je pense pas que tu auras un jour une réponse par rapport à cette question. Non. Et je sais qu'en général, ça vient toujours de l'entourage. On ne va pas forcément parler de la famille, mais de l'entourage. As-tu déjà entendu des histoires sur toi, sur comment tu vis, sur les rumeurs, sur les déceptions? L'entourage, comment tu fonctionnes avec l'entourage? Mon entourage, on va dire les proches. Ouf, j'ai chaud. Faut allumer la clim. C'est les aléas. J'ai trop chaud. L'entourage. Mon entourage. La plupart des personnes en fait autour de moi, ils savent que mes enfants sont malades. Et après chacun réagit différemment. J'ai des personnes qui vont vraiment s'impliquer quand mes enfants vont être malades. Ça va être vraiment les personnes qui vont m'appeler tout le temps. Annick, ça va, t'as besoin de quelque chose? Mou, il y a d'autres personnes qui vont pas comprendre en fait. Ils vont pas comprendre. Quand je dis pas comprendre, c'est que limite pour moi c'est, ils vont pas chercher à comprendre et pour moi c'est comment expliquer ça? C'est comme si en fait, on va dire minimiser les choses parce que, par exemple, je vais appeler, je vais leur dire, tiens, j'ai peut-être Enzo qui est à l'hôpital. Encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que vous êtes au courant que mon fils il est malade en fait? Pourquoi me poser tout le temps cette question? Et ça peut paraître juste une réponse banale, mais moi ça me touche en fait. L'accumulation. Ça me touche parce que je me dis, mais pourquoi me dire ça en fait? Donne-moi une autre phrase, mais non, pas cette phrase-là en fait. Oui, mais pourquoi encore? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, c'est encore par rapport à ces crises? Okay. Et quand c'est comme ça en fait, je me retire doucement de la personne en fait. Je veux pas m'embrouiller avec toi, je veux pas t'envoyer de messages méchants ou de te faire comprendre que tu as vu ce que tu avais dit, ça m'a touché. Non, je m'écarte en fait. De toi-même, tu comprendras en fait que non. Ah, peut-être que j'avais mal fait. Si réellement, dans ta tête, voilà, tu te dis que ah, j'ai gaffé, j'aurais pas dû dire ça en fait.
mais je m'éloigne de toi, tout simplement. Et la crise à l'hôpital, jour du Nouvel An, t'es resté plusieurs jours? Je suis restée 10 jours. 10 jours. Waouh. C'était une méga crise. C'était Enzo. Alors, il m'a fait une crise. Il faut savoir que d'habitude, lorsqu'il me faisait des crises, c'était plus au niveau du ventre. Parce que lui, quand il a ses crises, c'est vraiment au niveau du ventre. Donc, du coup, la crise qu'il m'avait fait, ça avait touché tous les membres de son corps. Quand je te dis tous les membres, l'enfant ne peut pas bouger, en fait. Il ne peut pas bouger. Rien que tu prends juste, tu vois dans les lits d'hôpitaux, il y a les draps. Quand les infirmières, par exemple, elles veulent déplacer les patients pour changer les draps, rien que même si tu le tires avec le drap, c'est impossible. Parce qu'il va hurler. Rien que le drap, le fait que ça le frotte, il va crier. C'était tout son corps. Tout son corps, il ne pouvait plus rien faire. Même au niveau de ses intestins, tout ça, plus rien ne fonctionnait parce qu'en fait, il y avait son ventre qui avait gonflé, il ne pouvait rien faire. Ah, ça gonfle? Ouais. On venait lui faire en fait des massages. Les massages, on lui faisait sous Kalinox. Kalinox, en fait, c'est un masque qu'on te met. On le met aussi à tout le monde en général lorsque parfois on veut te recoudre pour un enfant pour que ça puisse un peu l'apaiser et tout. Donc on lui avait mis ce masque-là. On lui faisait des massages au niveau du ventre. Mais là, c'était vraiment, c'était vraiment une grosse crise qui m'avait déclenchée. Et cette crise-là qui a fait qu'on a commencé en fait à le faire la transfusion sanguine. Et c'était la première fois qu'on m'avait proposé ça. Écoutez, là, on a tout fait, on lui a donné de la morphine. La crise, elle ne passe pas. On va essayer de lui remettre du sang. Peut-être qu'en lui remettant du sang, ça va un peu améliorer les choses. Oui, effectivement, lorsqu'on lui remet du sang, je pense que quelques heures après, le soir même, il commençait déjà à aller mieux. Le lendemain, ça allait vraiment mieux. Et j'étais pas bien en fait, parce que remettre du sang, c'est pas comme c'est une perfusion, c'est pas une perfusion, c'est pas de l'eau, c'est du sang. Tu te dis le sang de quelqu'un, d'accord, on fait des dents de sang, c'est justement pour servir à tout ça. Et donc, dans tout ça même, j'encourage même les personnes qui donnent leur sang. Il faut même pas hésiter, parce que justement ça aide. Donc c'est vraiment ça important aide, lorsqu'on c'est dit vraiment donneur de important. sang, donner... C'est trop important, Pato. C'est trop important parce qu'il faut savoir qu'il y a des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles. Si admettons que le patient a besoin d'un groupe sanguin au plus, ou je dis une bêtise, et qu'il n'y a pas. Donc en donnant nos sangs, parfois on voit dans les publicités ou dans les endroits donneurs de sang. Donc ça sauve vraiment des vies. C'est très important de savoir ça. Ça sauve des vies, Pato. Ça sauve des vies. En parlant de l'hôpital, là on va rentrer... Je sais qu'on va rentrer dans la partie la plus sombre, mais c'est une partie que tu as vécu vraiment beaucoup de les difficultés. Tu as eu ton dernier. 3 mois. Oui. Bientôt 4. C'est ça. Félicitations. Merci. De nouveau maman. C'est ça. De nouveau maman. T'as pas eu de crainte d'avoir encore un nouveau enfant? Quelles ont été les réactions de la famille? Encore. Parce qu'on connaît notre communauté. C'est ça. T'en rigoles. J'en rigole parce que on dit souvent que notre temps, c'est pas le temps de Dieu, en fait. Tu sais, on aura beau te dire que oui, mais de toute façon, tous les enfants que tu auras, ils seront malades. Mais non, Dieu, il n'a pas dit son dernier mot, en fait. Il n'a pas dit son dernier mot. Personnellement, quand je suis tombée enceinte, c'était voulu. D'accord. Mais oui, j'ai entendu des rumeurs. Mais t'as pas pitié de toi, en fait. T'as pas pitié de toi, t'as déjà des enfants malades. Et si le quatrième il est malade, tu fais comment? Je répondais pas, mais j'avais juste envie de dire à ces personnes-là, mais vous êtes avec moi quand je suis à l'hôpital? Vous n'êtes pas avec moi, en fait. C'est moi qui gère mes enfants, c'est moi qui gère les crises. C'est moi qui suis pas bien, c'est pas vous, en fait. Donc, ça change quoi, en fait? Ça change quoi pour vous que mon quatrième il soit malade? Ça change rien pour vous. Sauf que, à vouloir, en fait, parler trop vite, vous savez pas pourquoi je suis tombée enceinte d'un quatrième, en fait. Il faut savoir que la drépanocytose, lorsque les enfants ils font énormément des crises, lorsqu'ils sont vraiment à un taux vraiment très très sévère de la drépanocytose, on leur propose la greffe de la moelle. Ok. Et
Et cette greffe-là, elle peut se faire que par fratrie, en fait. Donc, il faut que ce soit un enfant sain du même papa, de la même maman. Et moi, si je me suis lancée dans ce projet-là, c'était vraiment par rapport à ça. Waouh, tu as pris les risques. J'ai pris les risques. J'ai pris les risques de me dire, Annick, tu vas retomber enceinte. C'est un espoir, en fait. Waouh. Mais tu sais, pas tout, depuis le départ de ma grossesse, j'étais sereine, en fait. Bizarrement. Ouais, bizarrement, j'étais sereine. Pour moi, dans ma tête, en fait, je me disais, je m'étais déjà mis dans ma tête que non, l'enfant, il sera pas malade, en fait. Et je me rappelle même, il y a une personne qui m'avait appelée, on parlait justement de ça, et elle me dit, oui, et tout, moi aussi j'ai entendu parler de ça et tout, franchement, ça serait vraiment bien que ton enfant soit pas malade et tout. T'as déjà, en fait, été te faire tester et tout. Est-ce que c'est bon, ton enfant n'est pas malade? Sans pour autant avoir des résultats ou quoi que ce soit. J'étais à peine à 4 mois, j'ai dit, oui, mon enfant va bien. Il est sain, il n'est pas malade. Mais je pense que quelque part, c'était Dieu qui parlait en moi, parce que j'étais zen. J'étais tellement sereine pendant toute ma grossesse. On m'a fait l'amniosynthèse à 6 mois. L'amniosynthèse, c'est, je pense que beaucoup de femmes connaissent, hein, c'est une grande aiguille qu'on t'introduit au niveau du ventre pour retirer le liquide, pour faire des analyses. C'est vrai que j'allais un peu à reculons parce que j'avais aussi peur de perdre le bébé, parce que ça peut arriver. Des contractions, oui, j'en ai eu des contractions juste après l'acte. J'ai eu des vraies contractions. Je me suis dit, je vais accoucher. Mais dans ma tête, je me disais, fais-le parce que c'est pour sauver, en fait. C'est pour sauver tes enfants. Bon, j'ai quand même pris le risque de faire ça. J'étais pas bien. J'étais en stress pendant plusieurs jours parce que, tu sais pas, pour moi, c'est une opération. Même si ça dure même pas 10 minutes, mais pour moi, c'est une opération, c'est un truc risqué, en fait. À tout moment, tu peux perdre ton enfant. Mais non, j'ai pris ce risque-là. Et bizarrement, pendant toute la grossesse Marek, j'étais zen de se dire que non, Annick, t'inquiète pas, cette fois-ci, c'est fini, en fait. T'as assez pleuré comme ça. Cette fois-ci, tes larmes, ils vont sécher, en fait. Et c'est cette période-là que j'étais enceinte que Enzo m'a déclenché énormément de crises. En parlant de ça, moi-même, je me suis imaginé enceinte. Ça n'exclura pas les crises d'Enzo. Exactement. Comment tu as fait? Comment vous avez fait? Parce que vous êtes deux. Comment vous avez vécu ces moments difficiles? Parce qu'à travers vous, aujourd'hui, il y a, en fait, ton passé est peut-être le présent d'un autre couple aujourd'hui. Exactement. Et le couple qui va suivre cette émission, j'aimerais que vous les encouragez, vous les enseignez. Comment avez-vous vécu ces moments difficiles à deux? Et comment je te vois, tu es une femme très têtue parfois. Je suis sûr que tu as voulu encore prendre le monopole. Mais là, vu que tu es enceinte, je ne pense pas quand même que tu as fait ça. Si. Malgré mon ventre, malgré ma grossesse, dès qu'il avait une crise, c'est moi qui étais avec lui à l'hôpital. C'est moi qui gérais tout, c'est moi qui dormais avec lui. On avait beau me dire, mais madame, il faut vous reposer, il faut un peu laisser votre mari venir un peu vous aider. Mais j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas. C'est pas que je voulais pas l'inclure, mais c'est que non, j'arrivais pas. Il faut savoir que pendant ma grossesse, j'étais devenue encore plus fusionnelle avec mon fils, en fait. Tellement fusionnelle, c'est que quand il avait mal, j'avais mal. Quand il avait mal, j'avais des contractions. C'était tout le temps comme ça. Dès qu'il commençait à avoir mal, il me disait, maman, attention, toi aussi tu vas avoir des contractions, fais attention. Et c'était comme ça tout le long de ma grossesse. Et comment ça s'est fini, la grossesse? Parce qu'aujourd'hui, tu as accouché, Dieu merci. Ton enfant va bien, mais comment ça s'est passé l'accouchement? Accouchement marathon. Accouchement marathon. Quand mes contractions ont commencé, j'étais à la maison, j'étais avec mon fils. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir mal, en fait, j'ai vu qu'il n'était pas bien. Il commençait à me poser des questions. Maman, t'as beaucoup mal, ça va, t'inquiète pas. Et en plus, c'est un enfant, en fait, il est tellement... Comment tu veux dire ça? En fait, il a tellement grandi dans sa tête. Tu peux être avec lui, vous allez parler, mais comme si tu parlais avec une grande personne. Donc, il était là en train de me rassurer. Marie, que j'avais mal. Maman, t'inquiète pas, ça va aller. Le bébé va bientôt venir. Sauf qu'au fond de lui, en fait, il s'était crispé. Il avait peur pour moi. Le fait qu'il a vu que j'avais mal, lui aussi, ça l'a mis mal. Donc, du coup, j'ai mon mari qui est parti me déposer à l'hôpital. Et comme tu sais, avec le système de Covid, donc, du coup, on ne laisse pas rentrer le mari. Voilà. On te laisse toute seule dans la salle. Et du coup, vu que j'étais pas encore, entre guillemets, prête à accoucher,
Les infirmiers m'ont dit, écoutez, madame, allez-y, vous pouvez marcher un peu, puis vous revenez. Donc, entre-temps, moi, je commence à marcher dehors. J'appelle mon mari pour savoir les enfants, comment ils vont, parce qu'il était retourné à la maison. Il me dit, bah, écoute, Enzo est en train de me faire une crise. Tu fais une crise? Oui, il me fait une crise. Je lui donne les instructions, donne du Doliprane, donne du Topagique, tel niveau. Il me dit, non, c'est bon, t'inquiète pas, je l'ai fait. Je lui dis, écoute, on va attendre 20 minutes. Si ça passe pas, tu le ramènes à l'hôpital. Donc, moi, j'attends même pas les 20 minutes. Je crois au bout de 10 minutes, j'appelle. Au bout de 10 minutes, j'appelle. Je lui dis, alors, comment ça se passe? Il me dit, bah, il commence à aller un peu mieux, mais je lui dis, écoute, démarre la voiture, ramène-le à l'hôpital. Donc, il le ramène à l'hôpital. Dès qu'il arrive au parking des urgences pédiatrie, je l'appelle, je lui dis, mais t'es où? Ben, je suis au parking. Donc, moi, je descends avec mes contractions. Je descends, je les suis aux urgences. Et les dames, elles me disent, mais... Parce qu'elles me voyaient, en fait, m'arrêter à tout moment, en fait, tenir mon ventre. Elles me disent, mais madame, vous allez accoucher? J'ai dit, oui, oui, je sais que je vais accoucher, mais j'ai mon fils qui a mal. J'ai mon fils qui a mal. Elle m'a dit, mais madame, posez-vous un peu, posez le pied. On vous dit un peu, levez le pied. Et je dis, mais non, mais rassurez-vous, c'est bon, je gère. Donc, ils l'ont ramené dans la salle de choc. Moi, je n'ai pas pu rentrer. Il est resté avec le papa. Mais entre-temps, je suis quand même remontée aux urgences. Mais je continue encore à appeler. C'est bon, comment ça se passe? Est-ce qu'il va bien et tout? Et là, il me dit, non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Là, ça commence un peu à s'apaiser. Mais on va nous faire monter dans la chambre. C'est bon, on lui a donné une chambre. Je lui dis, bah, dès que tu montes, bah, tu m'appelles. Il m'appelle. Et là, je monte. Et là, les contractions ont commencé encore de plus en plus fort. Donc je monte, je rentre dans la chambre, mon fils il est en pleurs, il criait parce que ses douleurs avaient commencé vraiment à lui faire mal. Donc j'étais là, je le rassurais, Endo t'inquiète pas, ça va passer, je priais en même temps, mais quand ça me prenait, je me retournais, soit je partais aux toilettes, je me crispais parce que j'avais super mal. Mais je faisais des allers-retours entre le lit, entre les toilettes, entre le couloir, je viens le voir, Enzo ça va, t'inquiète pas, ça va aller, je le rassurais. Mais dès que j'avais mal, je me retourne en fait. Et il faut savoir que là, j'étais arrivée à chaque 3 minutes les contractions. Waouh. Chaque 3 minutes. Mais je voulais pas partir en fait. Je voulais pas partir, j'attendais que mon fils il dort. Il avait mal, il pleurait, mais j'attendais que mon fils il dort. Et je pense que ça a dû durer une demi-heure. J'ai attendu vraiment qu'il s'apaise, qu'il commence à avoir moins mal. Les infirmières me disaient, mais madame, si vous restez là, vous allez accoucher dans notre couloir. On sera obligé d'appeler les dames, on va vous ramener en chaise roulante, on ne sait pas comment on va faire, mais comment on est en train de compter vos contractions, parce que je ne savais même pas qu'elles étaient en train de me regarder compter les contractions en fait. Parce qu'elles avaient l'habitude que je vienne, que j'ai un peu des douleurs, mais elles avaient pris l'habitude de se dire qu'elles me disaient, de toute façon, vous allez accoucher avant, parce que le rythme que vous avez pris, vous allez accoucher avant. Et oui, j'ai accouché 3 semaines avant. Dès qu'il s'est calmé, il s'est endormi, j'ai prié et là je suis partie. Là je suis partie accoucher. Là ma tête elle s'était apaisée, je me suis dit c'est bon, il dort. Annick c'est bon, vas-y va accoucher. Tu as laissé avec monsieur? J'ai laissé avec monsieur. Et l'accouchement ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, monsieur n'a pas pu assister. C'est ma mère qui assistait à l'accouchement. Et il aurait pu, hein. Sauf que c'est moi, je lui ai dit reste avec l'enfant, c'est rien en fait. C'est pas grave, je vais accoucher et maman elle est là. Il n'a pas pris mal parce qu'il sait comment je suis en fait. Il sait que, comme je lui dis, le bébé, tu auras le temps de le voir. Le plus important, c'est Enzo parce que c'est lui qui est mal. Le bébé, il va bien. T'inquiète pas, tout va bien. Certes, j'ai mal, oui, c'est normal parce que je vais accoucher. Mais reste à côté d'Enzo en fait. T'inquiète pas, je suis forte, je vais accoucher, t'inquiète pas, maman elle est là, elle sera avec moi. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu aimerais exprimer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais que ces femmes qui vivent cette même vie que toi comprennent? Ce que toi tu as compris, ce que toi tu ne comprenais pas au début. Ce que tu ne comprenais pas au début, ces femmes sont peut-être à ce rythme-là qui ne comprennent pas aussi. Pour leur faire gagner du temps, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui à ces femmes? Déjà, je dirais aux femmes on va dire de laisser un peu la place au mari, chose que moi je n'arrivais pas à faire. Il ne faut pas se dire que mon mari ne réagit pas, qu'il ne te soutient pas en fait. Il te soutient à sa manière. Et de ne pas hésiter à en parler parce que malheureusement cette maladie elle est taboue chez nous.
Elle est taboue dans notre communauté. C'est comme si, je sais pas, j'ai jamais réussi à comprendre en fait pourquoi la maladie de la drépanocytose c'était un tabou. Parce que dès que tu dis à quelqu'un que ton enfant a la drépanocytose, directement c'est ah, il est SS. En fait, il n'y a que cette bulle-là de SS qui reste. C'est quoi SS? SS, en fait, c'est une catégorie de la drépanocytose. Il y a SS, il y a AS. Moi, mes enfants, ils sont S-bêta. D'accord. Donc, ça n'a même rien à voir avec SS. En fait, ils ont pris la bêta-thalassémie de chez moi. Moi, j'ai une bêta-thalassémie. C'est une forte anémie. Une très, très forte anémie. Et l'autre côté, ils l'ont pris chez le papa. Et ce que j'aimerais aussi expliquer, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Je vois qu'il y a des couples qui se déchirent parce qu'ils vont dire tiens, c'est la faute de la femme, en fait. Ouais, c'est peut-être, c'est vrai ça vient d'elle, en fait. Mais non. Si ton enfant est malade, c'est parce que toi, le mari, tu as quelque chose et la femme aussi, elle a quelque chose. Ça ne peut pas venir que d'un seul côté, en fait. Et ça peut sauter des générations. Parce que moi, de mon côté, on essaie de savoir, mais qui est malade, qui a la drépanocytose? Ma mère n'a rien. Mon père n'a rien du tout. Et je pense que ça doit venir même, je pense que même des arrière-grand-mères. Mais ça, regarde comment ça saute des générations. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Pour Ce pas genre qu'ils se de cas. déchirent. Ce genre de cas. Déjà, la base des bases, lorsque vous mettez en couple, je sais que c'est facile à dire. Parce que on se connaît. Une fois qu'on est en couple, on a beau te dire « Oh, cette personne, elle n'est pas bien », tu vas rester en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le recul, j'aime mes enfants. Hein. J'aime mon mari. Mais je pense que si j'aurais été me faire tester, que tous les deux, on serait partis se faire tester, puisque oui, vous pouvez vous tester, faire des examens, savoir si vous êtes porteur de ce gène-là, si quand vous aurez des enfants, est-ce qu'ils vont être malades? Si on l'aurait fait au jour d'aujourd'hui, j'aurais renoncé. Malgré l'amour que j'ai pour mon mari. Soit on aurait renoncé de se dire on veut plus d'enfants en fait. On n'en fait pas en fait. C'est important. C'est très important. Franchement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font. Il y a beaucoup de progrès. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. On ne connaissait pas tout ça. Je dis à l'époque, oui, 2004, tu ne connaissais pas tous ces trucs-là. Même niveau médicaments, niveau prise en charge quand tu vas avec ton enfant aux urgences. C'est plus pareil en fait. Donc si vous pouvez prévenir tout ça, de vous dire que oui, je me mets en couple, d'accord, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, mais allez-y le faire quand même. Allez-y même dans les groupes de Facebook, vous avez des groupes sur Facebook aussi où ils parlent de la drépanocytose vraiment à cœur ouvert, où tu vois vraiment il y a pas mal de personnes qui témoignent, des couples qui se disent que écoutez, nous, ça a été dur pour nous, on a été se faire tester, on sait qu'on est porteurs tous les deux, on n'aura pas d'enfants. Ça nous fait mal, on veut des enfants, mais rien que le fait qu'on va voir que nos enfants vont souffrir, eh ben on veut pas en fait. On va vivre sans. C'est l'adoption aussi qui est possible. C'est ça. Et aujourd'hui, pour terminer, quand tu regardes tes enfants, comment tu te sens? Je suis fière. 4 enfants. Je pense que sans eux, en fait, je serais pas la femme forte que je suis. Je pense que mes enfants ne seront pas malades. Non, je serais pas là, en fait. Je serais pas là. J'allais vivre une vie banale comme beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes. J'allais pas être forte comme ça, en fait. C'est ça qui m'a renforcée. Parce que lorsque tu vis avec des enfants qui sont malades, en permanence, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien programmer. Les crises, ça peut aller très loin. Au point où l'enfant peut se retrouver en réanimation, parce que oui, ça m'est arrivé, que Enzo se retrouve en réanimation, parce qu'il ne pouvait plus respirer. Il a fallu qu'il reste là-bas avec des machines, tu vois, comme quand tu sors du coma, toutes les machines qu'on te met, il avait tout ça. Parce que l'enfant ne pouvait pas respirer tout seul. Parce que ça lui avait pris au niveau du cœur. Donc, pour éviter tout ça, allez vous faire tester. C'est pas facile de vivre avec ça. Hein. C'est pas facile, Patou. Tu fais des projets, tu as envie d'avancer. Et des fois, tu recules facilement, en fait. Et ce qui peut aussi faire tenir aussi, c'est... Je dirais que c'est Dieu. La foi. Au-delà de tout. Persévérance. Positiver. En parlant des choses positives. Mis à part être une maman de 4 enfants. Un déjà qui a bientôt 18 ans, un tonton. Tu entreprends. Une boss mom, boss lady. Waouh, c'est
C'est incroyable parce qu'après tout ce que tu viens de nous raconter, on se dit, mais à quel moment tu vas te reprendre? À quel moment tu vas faire ça? Alors que tu as un enfant qui... En fait, tu as beaucoup d'obstacles pour ne rien faire de ta vie. Exactement. Mais tu as décidé de faire le contraire. Tu as décidé d'affronter la vie. D'accepter, mais pas de vivre. C'est ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je vois des ongles, manicure, manicure, hein? Vous appelez... Pédi quoi? Pédi? Pédicure. Pédicure, manicure, maquillage, beauté. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah. Quand je te regarde, c'est vraiment une fierté. Et je suis encore plus fier de me battre pour la cause de la femme. Parce que tu es la preuve vivante. Des femmes dont je soutiens, des femmes dont je veux qu'elles comprennent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es un réel témoignage. Parce qu'avec tout ce que tu vis dans ta vie privée, normalement, tu n'as pas le temps de faire ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, malgré ça, tu entreprends. Et qu'est-ce que tu fais précisément? Alors, moi, je suis prothésiste ongulaire, D'accord. donc les ongles. Je fais aussi les soins des pieds, la coiffure, tout ce qui est chignon de mariée, tissage, mèche. Ok. Également, tout ce qui est soins de visage, micro-needling, les tatouages des sourcils, tatouages des Wow. lèvres, Waouh. vraiment pas mal de choses. Ok, ok. Coiffure homme ou femme? Alors, homme, je coiffe aussi les hommes. Oh. Et là, Oh, faut laisser un peu de la place pour les autres. là j'essaie un peu de me perfectionner, mais D'accord. je pense que je laisserai un peu la place, quoi. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Oh. Wouh. Ok, d'accord. C'est bien, c'est bien. Et comment s'appelle ton entreprise? MPM Beauté, Institut MPM Beauté. Ok. Et ça signifie quoi MPM? MPM, alors ça reprend plusieurs initiales de mon nom de famille D'accord. et mon prénom, on va dire le prénom congolais. Ok. Mes parents, ils aiment bien donner. Ok. C'est ça. Et ça se passe bien? Tu tiens? Niveau entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme aujourd'hui? Pour la motiver, une femme aujourd'hui qui pense que pour elle, la vie est finie. Une femme qui aujourd'hui a un enfant à bas âge, un enfant qui a rien, qui n'est pas malade, qui pense que c'est la fin du monde. Ou une femme qui passe actuellement une mauvaise période, qui pense que ça va durer éternellement. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ces femmes qui trouvent toujours des raisons, des excuses. J'aimerais juste leur dire que, en fait, quand on veut, on peut. Tout est possible, en fait. Pour moi, se dire que, tiens, je ne peux pas entreprendre, je ne peux pas m'investir dans un projet parce que mes enfants sont malades ou parce que, pour X raisons, pour moi, ce n'est pas des raisons, en fait. C'est que tu te mets des barrages tout seul, en fait. J'en suis la preuve, j'ai 4 enfants. Je gère les crises de mes enfants, mais entre-temps, je travaille à côté. Je suis à mon propre compte, je travaille à côté. Ça m'est arrivé, oui, que mes enfants ont des crises alors que j'ai des prestations à faire. Mais j'arrive à gérer. Donc si tu veux réussir dans tes projets, pour moi, il faut arrêter de se trouver des excuses, en fait. Si moi je peux le faire, c'est que tu peux le faire. Yes. Tout simplement. Waouh. Et bientôt, il y a un petit événement. Qu'est-ce que c'est? Exactement. L'ouverture de mon institut. Waouh. J'ai des chairs de poule. Tu vas jusqu'à ouvrir ton institut. Tu ne crains pas les circonstances, tu affrontes. Ce qui arrive, arrivera. Exactement. Je peux pas vivre dans la peur, en fait. Yes. Je peux pas. Mm. Je peux pas me permettre, en fait. Parce que, Marie, que les enfants sont malades, je leur donne des conseils. Il faut se battre dans la vie. Surtout mon plus grand, là, qui a 17 ans, il entreprend de travailler dans la cuisine. Il y a des contraintes, oui, parce qu'il doit rester debout, il y a tout ça. Mais comme je dis, si tu veux faire, tu peux le faire. Mets ta maladie de côté, en fait. Yes. Mets ta maladie de côté, c'est rien. Dis-toi que la personne qui donne la force, c'est Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu vas aller jusqu'au bout de tes projets. Et moi, c'est ce que j'ai envie de montrer à mes enfants. Que malgré, je suis une maman, je suis à la maison, je gère mon foyer, je gère mes enfants. Mais entre-temps, je dois aussi vivre de mes projets. Merci beaucoup, Annick. Merci, merci. Je le répéterai toujours, toujours, toujours.
Parce qu'à travers toi, je vois vraiment rien n'est impossible à celui qui croit. Exactement. J'ai vraiment en face de moi une femme avec un grand F. Et tu m'as tellement encouragé aujourd'hui à continuer à me battre pour la cause de la femme. Parce qu'une femme qui veut, elle peut. Oui. Et quand elle peut, elle doit. Et quand elle doit, il faut qu'elle le fasse. Et c'est ce que tu as compris et c'est ce que tu fais tous les jours de ta vie. Félicitations pour ton entreprise. Merci. J'aimerais vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, les gens sachent que MPM Beauty, MPM Beauté, Beauty, voilà anglais. MPM Beauté existe. Exactement. Alors comment on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mes réseaux. Donc, j'ai mon Facebook pro, c'est D'accord. MPM Beauté, toujours. Ok. Instagram, pareil, MPM Beauté. Et on va laisser Snap. Donc, si tu es à Orléans, J'habite à d'accord, Orléans. C'est ok. Orléans. ok. Mais je me déplace pour toutes les prestations, mariage, je me déplace partout. Waouh. Malgré ce que tu vis, tu vis en Voilà la fin de ce témoignage à cœur ouvert. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci à vous et merci pour votre reconnaissance, votre considération envers cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, gloire à Dieu. En tout cas, soyez bénis et surtout, prenez ce qui est bon pour vous. Relevez-vous, motivez-vous. Rien n'est jamais fini tant qu'on est en vie. On peut autant de fois recommencer. C'est peut-être l'entourage le problème, mais la faute viendra toujours de toi, parce que personne ne te mettra le couteau sous la gorge. Alors il est temps que tu prennes des décisions et que tu les assumes. Ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui compte, c'est comment tu arrives à gérer ces choses-là lorsqu'elles arrivent. Donc voilà, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci beaucoup, c'était chez Monsieur K et on se dit à la prochaine. Bien évidemment, comme d'habitude, la foi, l'amour et la paix. Que Dieu vous bénisse, c'était chez Monsieur K.